Mesdames, Messieurs, il y a des amis qui sont annoncés mais qui n'arrivent pas. Je pense que c'est le moment de vous remercier d'être là et de commencer la séance avec Véronique Liard, qui est une vieille amie, qui est professeure à l'Université de Bourgogne et qui s'est spécialisée à Jung, ayant fait une thèse en fait sur Jung et son apport philosophique. Et elle va nous introduire aujourd'hui à certains aspects des théories de Jung et de son périple intellectuel dans le pays d'Asie. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une société eurasiatique, donc la moitié de nous appartient d'un Asie. Malheureusement, souvent, c'est la plus grande partie, parce que l'Asie est quand même au moins 10 fois plus grande que l'Europe. Et Véronique a préféré parler de l'Asie, pour faire les liens entre l'Europe et l'Asie, et surtout pour nous faire remarquer comment Jung trouvait le point de vue des Européens par rapport à l'Asie. Je vous remercie Véronique et vous avez la parole. Donc, merci donc, aux organisatrices et aux organisateurs pour l'invitation. Et je vais commencer par retracer en fait comment Jung en est venu à composer ce fameux livre rouge. Donc, pour rappel, Carl Gustav Jung est né le 26 juillet 1875 à Kesswil, en Suisse, où son père était pasteur. Après ses années de collège, lorsqu'il a dû décider dans quelle faculté il allait s'inscrire, le choix a été pour lui très difficile. Alors, il existe une autobiographie de Jung qui s'appelle « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées ». Et là, il écrit avoir été tiraillé entre les sciences naturelles et la philosophie. Les sciences satisfaisaient son besoin de réalité concrète et la philosophie répondait à ses besoins spirituels. Alors finalement, la balance a penché en faveur du réel et il s'est décidé pour la médecine. La raison qu'il évoque, c'est qu'il en voulait aux philosophes de parler de ce qui est inaccessible à l'expérience. Et on verra que l'expérience est vraiment au centre de ce que Jung a élaboré. Néanmoins, les philosophes ont joué un très grand rôle dans la pensée de Jung, en particulier Kant, Schopenhauer, etc. Donc de très, très nombreux, Nietzsche bien sûr, qui ont vraiment contribué à l'élaboration de sa vision du fonctionnement de la psyché humaine. Alors Jung a travaillé un semestre avec Pierre Janet à la Salpêtrière et puis ensuite à Bâle. Et à Bâle, Eugen Bleuler lui a demandé de faire un compte-rendu de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Et Jung va rencontrer Freud pour la première fois en 1907 et alors on rapporte que leur entretien aurait duré 13 heures. Et Jung sera donc, avec plein d'anecdotes, donc je n'ai pas le temps d'aborder, et donc Jung sera psychanalyste freudien jusqu'en 1913, donc pendant 6 ans. Mais dès 1909, donc relativement tôt, 2 ans seulement après le début de son engagement aux côtés de Freud, il a connu un certain désappointement parce qu'il a entendu Freud prendre parti au nom de la psychanalyse contre l'occultisme. Un terme qui, selon Jung, incluait apparemment pour Freud à peu près tout ce que la philosophie, la religion et la parapsychologie naissante disaient de l'âme. Or, pour Jung, eh bien, la théorie sexuelle de Freud, elle était tout aussi occulte. Donc, cette théorie de Freud lui paraissait être une hypothèse satisfaisante, mais non démontrable, et une hypothèse qui ne lui semblait pas être la source de tous les troubles psychologiques. Et donc, Jung s'est opposé à la compréhension uniquement biologique de l'homme et de ses pulsions, qui était celle de Freud, et il en a proposé très rapidement une lecture symbolique. Alors, en 1912, Jung a publié un livre qui s'appelait « Métamorphose et symboles de la libido », et c'est paru ensuite donc sous ce titre « Métamorphose de l'âme et ses symboles ». Alors, il s'agit ici, en 1912, d'une étude sur la pensée imaginative, où Jung souligne la persistance de thèmes mythologiques dans le rêve et l'imaginaire. Et il postule l'existence d'une couche phylogénétique de l'inconscient,
toujours présente en chaque être humain, une couche qui est constituée selon lui d'images mythologiques. Alors c'est le fameux inconscient collectif de Jung. Et l'année 1913 va consacrer donc sa rupture. C'est ce livre en fait qui a cassé définitivement la relation entre Freud et Jung. Donc celui qui était son maître a été en quelque sorte relégué aux oubliettes, mais cette séparation a provoqué chez Jung une période d'incertitude intérieure. Donc il avait perdu en quelque sorte son mentor, son maître et en quelque sorte aussi son père. Donc des rêves particulièrement impressionnants l'ont préoccupé et des visions surgissent. Et en décembre 1913, Jung est totalement désemparé et il décide d'entreprendre l'exploration de son inconscient. Alors comment a-t-il fait? Très tôt, Jung avait pratiqué une méthode qu'il a ensuite qualifiée d'imagination active. Alors qu'est-ce que c'est? Cette méthode consiste à entrer dans une image. Dans son livre de souvenirs, il raconte que quand il était enfant, il regardait tous les dimanches matins une image de son grand-père jusqu'à le voir descendre les marches du perron de la maison devant laquelle il se tenait. Donc petit à petit, Jung a appris à se glisser régulièrement dans le paysage qu'il voyait et il rencontrait dans ces paysages des personnages qui se mettaient à lui parler et il engageait donc avec ces personnages un dialogue. Et donc en cette année 1913, pour appréhender ces fantasmes, il applique cette méthode qui lui est familière, donc pour entrer dans les profondeurs de son inconscient, et il dialogue avec bon nombre de personnages. Je ne pourrais pas évidemment tous les citer. Ils sont très très nombreux. Alors le jour, Jung va continuer à recevoir ses patients pour continuer à être ancré dans le réel, et puis chaque soir, il va prendre des notes dans des cahiers noirs dont il va retranscrire le contenu dans ce fameux livre rouge. Ça, c'est la version allemande. Et c'est les cahiers noirs, donc en fait, qui est la matière première, la materia prima en quelque sorte, ces cahiers noirs ont été publiés en 2020 avec un facsimilé des originaux et ils sont accompagnés malheureusement d'une traduction en anglais. Donc nous n'avons pas la traduction en français. Donc pour élaborer le livre rouge, Jung a retravaillé en fait les textes des cahiers noirs en ajoutant des commentaires et en agrémentant le texte de très nombreuses illustrations. Et je vous cite une phrase donc extraite de Ma vie. « Les années durant lesquelles j'étais à l'écoute des images intérieures constituèrent l'époque la plus importante de ma vie, au cours de laquelle toutes les choses essentielles se décidèrent. » Fin de citation. Donc cette expérience personnelle que Jung a transcrite est longtemps restée dans le coffre-fort de ses héritiers, et ce n'est qu'en 2000 qu'ils ont consenti à publier le livre rouge dont le grand public dispose donc depuis 2009 pour la version anglaise et 2011 pour la version française. Alors ce livre compte 650 pages et il pèse 4 kilos, c'est pour ça que je ne l'ai pas amené aujourd'hui. Donc ce livre contient le facsimilé de l'original en allemand et puis la traduction en français avec 3 annexes. Alors ce livre rouge, il est vraiment remarquable à de nombreux points de vue, psychologiques, historiques et aussi artistiques. Alors on a eu de nombreux qualificatifs pour ce livre rouge. Alors je vous en donne quelques-uns. Saint Graal de l'inconscient, Nouvelle Bible, Livre sacré des espaces sidéraux de l'inconscient, Cosmologie privée, et on a qualifié Jung lui-même de nouveau prophète, d'artiste du symbole, de Prométhée qui réinvente le monde. Alors qu'est-ce que c'est que le livre rouge? Je crois que chacun doit en fait le regarder et savoir en quelque sorte ou décider ce qu'est pour lui ou pour elle ce livre rouge. Alors il y a eu de très très nombreux articles en France aussi qui ont été employés. Mais pour moi, je dirais que quelle que soit la qualification qu'on emploie, c'est en tout cas un magnifique exemple d'introspection, de confrontation avec l'inconscient, et puis vous allez voir de manifestation des archétypes sous forme d'images archétypales.
Et du reste, il convient de noter, je crois, que la présentation du livre rouge au musée Guimet a été très bien accueillie à l'époque. Hein. On a donc le livre d'or, hein, et vraiment, à quelques exceptions près, tous les retours ont été vraiment très très positifs sur ce livre rouge. Alors à quoi ressemble en fait le livre rouge? Alors il se compose de 3 grandes parties. Le liber primus, le liber secundus, et puis la 3e partie qu'on pourrait qualifier de liber tertius, mais qui est intitulée Épreuve, et qui contient un texte assez fameux chez les Jungiens, c'est les 7 sermons aux morts. Alors, le livre rouge ressemble à un manuscrit du Moyen-Âge. Jung y assume à lui seul les 2 rôles qui autrefois échouaient normalement à 2 moines différents. Il est à la fois pictor et scriptor, c'est-à-dire il écrit et il illustre. Le livre contient plusieurs types d'illustrations qui montrent l'excellente connaissance que Jung avait des manuscrits enluminés. Donc, comme il était d'usage au Moyen-Âge, on voit ici, hein, il a tracé des lignes verticales et horizontales pour guider son écriture. Le texte est écrit à l'encre noire et de nombreux titres et rubriques sont dessinés à l'encre colorée. Vous en avez ici 2 exemples. Hein. Les lettrines ici, elles sont souvent ornées, elles sont fleuries, elles sont parfois aussi historiées. Donc elles reprennent en quelque sorte le passage qui va suivre, ou annoncent le passage qui va suivre. Donc elles illustrent le thème d'un chapitre, d'une scène, etc. Et parfois elles complètent aussi le texte. Donc on a un petit complément par une image de ce qu'il n'y a pas dans le texte. Donc Jung exhorte à réfléchir assidûment à ces images qui sont issues de l'inconscient. En effet, dit Jung, la parole telle que nous l'utilisons est une formule magique qui protège contre les démons de l'infini. Et il dialogue donc avec un personnage qui s'appelle l'anachorète. Et cet anachorète lui dit « Notre esprit est devenu un esclave des paroles forgées par l'homme. Il faut briser l'ancienne parole pour que surgisse le logos, que l'on appelle aussi le verbe pur, qui est image originelle, divine, source de force et de renouveau. » Donc Jung écrit ici en quelque sorte un nouvel évangile et il adopte d'ailleurs tout au début un ton tout à fait prophétique. Alors je vous donne un exemple. Alors dans Saint Jean, il entend l'ange lui ordonner « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises ». Et dans le livre rouge, on a Jung qui entend son âme lui dire « Écris fidèlement ce que tu vois ». Donc c'est très très proche en fait du texte de l'Apocalypse. Et puis il y a beaucoup de paragraphes dans le livre rouge qui commencent par « Et je vis, après je vis ». Et puis il y a un passage aussi où justement l'ange dit dans l'Apocalypse « Prends-le et ouvre-le, il sera amer pour tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel ». Donc ça c'est dans l'Apocalypse 10. Et chez Jung c'est quelque chose de similaire. « L'esprit des profondeurs a cependant dompté cet orgueil, et je dus ingurgiter la petitesse comme une potion d'immortalité. Elle a certes brûlé mes entrailles, car elle était sans gloire et sans héroïsme, elle était même ridicule et répugnante, mais les tenailles de l'esprit des profondeurs m'immobilisaient et je dus boire le plus amer des breuvages. » Donc c'est vraiment très 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 similaire hein, par rapport au texte de l'Apocalypse. Alors si le ton et la forme sont quand même ancrés dans le christianisme, là je vous ai photographié 1 ou 2 photos, il n'en reste pas moins qu'on y trouve des traces d'autres cultures, et puisque j'interviens aujourd'hui donc à la Société des études euro-asiatiques, donc j'ai choisi justement de vous présenter quelques traces de l'Orient ou de l'Asie dans le livre rouge. De toute façon, il m'aurait été totalement impossible d'évoquer tout ce qui est en germe dans le livre rouge, hein, tout ce qui transparaît en fait par la suite dans les 20 volumes de l'œuvre de Jung, et dans ses séminaires, dans sa correspondance, on retrouve en fait tout ce qui est en germe, je dirais, dans le livre rouge. Donc je vais m'attarder dans un premier temps, donc encore une jolie illustration là, du livre rouge. Donc je vais m'attacher dans un premier temps à l'Inde.
Je vais me limiter aux images parce que analyser tous les détails du texte du livre rouge, alors là, on en aurait pour jusqu'à minuit et même là, ça suffirait pas, je pense. Donc, je vais surtout vous montrer des images. Avant de commencer l'aventure du livre rouge, Jung connaissait déjà des textes qui étaient en lien avec l'Orient. Alors, il avait lu un livre à l'époque célèbre, le livre de Max Müller sur les livres sacrés de l'Orient. Il y en avait 50 volumes qui ont été publiés entre 1879 et 1910. Et ce même Max Müller avait publié le Rig Veda Samhita en 1869. Donc ça, c'est des livres que Jung connaissait déjà. Il avait lu ou il lisait aussi les Upanishads, qui avaient été traduites en allemand par Paul Deussen. Et il possédait une traduction de Lupnet Act d'Anquetil du Perron. Il connaissait également donc, le livre de Théodore Flournoy, des Indes à la planète Mars, hein, et il a d'ailleurs consacré tout un séminaire à ce fameux Théodore Flournoy. Donc un certain nombre de textes lui étaient connus au début donc, du XXe siècle, où les écrits de et sur l'Orient circulaient intensément en Europe. Hein. Il n'était pas le seul à s'intéresser donc à ces textes-là. Donc j'en viens maintenant au livre rouge. Donc 4 illustrations ont une légende d'inspiration védique et illustrent la rencontre de Jung avec un personnage qui s'appelle Itztubar dans le livre rouge et qui est en fait Gilgamesh. Donc le passage narratif qui précède cette image est intitulé « Premier jour ». Il relate le premier dialogue avec ce personnage, Gilgamesh ou Itztubar. Alors je précise que ces illustrations-là, elles ne figurent pas dans les cahiers noirs, hein, elles figurent uniquement dans le livre rouge. Donc le fameux Itztubar se retrouve paralysé. Alors, vous voyez peut-être un petit bonhomme bleu, et puis si vous allez sur la droite, vous voyez un géant bleu aussi allongé, c'est Itztubar. Donc, ce Itztubar est paralysé par un poison. Quel est ce poison? Ce poison, c'est celui que Jung lui a instillé en lui parlant de la science. Jung a appris par exemple à Itztubar que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Il lui a montré qu'on peut faire du feu avec une allumette, connaître l'heure avec une montre, ou voler comme un oiseau avec une machine. Mais, ajoute Jung, à destination du fameux Itztubar, la science nous a ôté la capacité de croire. Et donc, Itztubar est totalement terrassé par ces révélations. Alors, l'image suivante, c'est celle-ci. Et elle a pour légende, alors je vous ai fait un petit, voilà. Donc la légende ici c'est Atharva Veda 4.1.4. Voilà, ça c'est la totalité à nouveau de l'image. Et je vous ai photocopié, non, je ne l'ai pas mis, alors peut-être pas, bon, tant pis. Donc je vais vous citer donc un extrait de cette Atharva Veda 4.1.4 qui dit entre autres ceci. Toi, la plante que Gandharva a déterrée pour Varuna quand sa virilité avait décliné, c'est toi que nous déterrons, toi, la plante qui fait se dresser le pénis. Que l'aurore, que le soleil, que mes paroles, ici que le taureau progéniteur lui insuffle une force virile. C'est ainsi que de ta croissance, il respire comme un feu incandescent, etc., etc. Alors évidemment, quand on entend ça, on pense spontanément à la libido freudienne, à la sexualité freudienne, à l'énergie sexuelle. Mais chez Jung, la libido, c'est plus que ça. Dans Métamorphose de l'âme et ses symboles, donc le livre qui a marqué la rupture avec Freud, Jung définit la libido comme l'énergie psychique globale sous son aspect créateur. Hein. C'est la puissance créatrice de l'inconscient. Alors, on ne peut pas nier la connotation sexuelle de la libido, telle que la pense Freud, a dit ou a écrit Jung, mais il convient, selon lui, d'écarter toute définition unilatérale, car il est impossible d'expliquer, en fait, la totalité des phénomènes psychiques par un seul instinct. Donc on a ici
en fait, sur cette image, l'allusion à la force vitale dans toutes ses dimensions, conscientes et inconscientes, une force que la science sacrifie en partie, puisqu'elle ne s'intéresse qu'au conscient, mais une force dont le feu continue à brûler, mais un feu qu'il faut aller chercher pour le libérer. Donc on voit là sur l'image un homme qui soulève une sorte de mandala, alors on reviendra au mandala par la suite, hein, avec en son centre un œuf. Donc ça c'est un détail que j'ai photographié. Et dans le chapitre suivant du livre rouge, qui s'appelle Deuxième jour, donc Jung va chercher comment aider Itztubar, puisqu'il est paralysé. Alors ce dernier avoue être une figure imaginaire, mais les figures imaginaires doivent être considérées comme réelles. Et Jung a très souvent dit par la suite qu'il fallait prendre très au sérieux les forces psychiques qui se personnifiaient justement pour qu'on les considère, pour qu'on écoute ce qu'elles ont à nous dire. Et donc Itztubar, à la fois réel et devenu très léger puisqu'il est une chimère, eh bien Jung va le prendre sur son dos et va l'emmener avec lui. Donc une deuxième image, là, avec en bas, alors je crois que j'ai fait une... Non, j'ai pas... Vous ne pouvez peut-être pas le lire, c'est tout petit. La légende, c'est Brahmanaspati. Et vient ensuite, dans le livre rouge, une partie qui s'appelle les incantations. Et en haut de l'image, là, vous voyez, donc, il a écrit quelque chose. Et vous avez la traduction là à droite. Amen, tu es le Seigneur du commencement. Amen, tu es l'étoile de l'Orient. Amen, tu es la fleur qui fleurit au-dessus de toutes. Amen, tu es le cerf qui jaillit de la forêt. Amen, tu es le chant qui retentit au loin par-dessus l'eau. Amen, tu es fin et commencement. Et donc en bas, vous avez donc Brahmanaspati. Et il y a une note dans le livre rouge qui dit que selon Julius Egeling, qui est un professeur de sanskrit à Édimbourg, Brahmanaspati aurait trouvé l'aurore, le ciel et le feu, et il aurait dispersé les ténèbres avec le soleil. Il représenterait donc généralement la lumière et le feu. Donc l'association qu'on peut supposer ici, si on essaye d'interpréter cette image, Jung appelle ça en fait l'amplification, quand on essaie de faire une association avec des images ou des mots. Alors c'est le lien apparemment qui est nécessaire entre la force du feu intérieur de l'inconscient qu'on voit en bas, hein, qui est brûlant et obscur, et puis la force lumineuse et donc éclairante du conscient qu'on a en haut, hein, et qui va dissiper en quelque sorte les ténèbres quand on va réussir à comprendre ce feu, ce qui émane du feu de l'inconscient. Donc une troisième image, je vous avais fait un petit, pour que vous puissiez lire quand même la légende. La troisième image, là on a également en bas une légende, Hiranyagarbha, désolé pour la prononciation, je le prononce tel que je le lis, et quelques pages plus loin, donc, on trouve un texte associé donc à cette image, je vous l'ai reproduit, « Viens à nous qui sommes volontaires par notre propre volonté, viens à nous qui te comprenons par notre propre esprit, viens à nous qui te réchauffons par notre propre feu, viens à nous qui te guérissons par notre propre art, viens à nous qui t'engendrons par notre propre corps, viens enfant jusqu'à ton père et ta mère. » Alors, la légende, en fait, est dans le Rig Veda. Hein, le Hiranyagarbha, c'est l'embryon d'or, c'est la semence primordiale d'où naquit Brahma. Et dans les hymnes védiques, on trouve un hymne qui est intitulé « Au Dieu inconnu », qui commence par « Au commencement apparut l'embryon d'or. Dès sa naissance, il fut le seul seigneur de tout ce qui est. Il fonda la terre et le ciel. » Et dans l'exemplaire de Jung des Upanishads, on a trouvé un petit morceau de papier
qui était inséré donc près de la page 311, très précisément, des Upanishads. Et il a écrit donc, et le même soi est aussi nommé Hiranyagarbha. Donc ce Hiranyagarbha, en fait, pour Jung, c'est le soi. Alors le soi, c'est une notion tout à fait centrale chez Jung. Hein. Le soi englobe le conscient et l'inconscient. Et le fameux processus d'individuation jungien vise justement à la réalisation du soi. Alors je vous donne la définition de l'individuation. Qu'est-ce que c'est l'individuation? C'est, je cite Jung, tendre à devenir un être réellement individuel, et dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable, il s'agit de la réalisation de son soi dans ce qu'il a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot individuation par réalisation de soi-même, réalisation de son soi. Donc ça c'est dans Dialectique du moi et dans l'inconscient. Et dans un commentaire que Jung a fait, c'est le commentaire psychologique du Bardo Tödol, Jung va comparer ce processus d'individuation à un processus initiatique. Il va écrire « Le seul processus initiatique encore vivant et pratiquement appliqué dans la sphère de la culture occidentale est l'analyse de l'inconscient employée par les médecins. Le Bardo Tödol, depuis l'année de sa parution, fut, écrira Jung dans son commentaire, un fidèle compagnon et il reconnaît devoir à ce Bardo Tödol non seulement de nombreuses idées et découvertes stimulantes, mais aussi des idées tout à fait essentielles. » Alors, une autre image, c'était le détail avec la légende. Une autre image, c'est la dernière image du cycle. Elle se trouve à la fin de cette partie intitulée Incantation et au début du chapitre qui s'intitule L'ouverture de l'œuf. Je vous ai copié, j'espère, oui, voilà, le texte qui accompagne en fait cette image. Alors je ne vais pas tout lire, hein, mais pour que vous voyez quand même cette fois-ci que l'image en fait illustre le texte, hein, cette fois-ci. Au soir du troisième jour, je m'agenouille sur le tapis et j'ouvre délicatement l'œuf. Une sorte de fumée s'en échappe et s'élève devant moi. Et soudain, Itztubar est là, face à moi, gigantesque, métamorphosé et parfait. Ses membres sont intacts et je ne trouve sur eux aucune trace de lésion. C'est comme s'ils sortaient d'un profond sommeil. Et puis un peu plus tard dans le texte, vous avez des rivières de feu sortaient de mon corps rayonnant. Donc on voit bien l'illustration, hein, et je voguais dans des flammes vives, je nageais dans la mer d'un feu plein de vie, derrière vous avez la mer, hein, qui me tenait serré, totalement lumière, désir, éternité, très ancien et me renouvelant éternellement. Et puis en bas vous avez alors vraiment cette description du feu là qui surgit, hein, planant autour de moi-même en de brûlantes nuées, tombant en pluie incandescente comme l'écume du ressac, me submerge moi-même de flots ardents, m'enlaçant et me repoussant moi-même dans un jeu sans limite. Où étais-je? J'étais entièrement soleil. Et Jung continue, alors j'ai pas tout écrit évidemment, hein, il continue, une indicible lumière sort de son corps, une lumière que mes yeux ne peuvent supporter, je suis obligée de me voiler la face que je cache contre terre. Et donc on voit là le petit bonhomme vert, hein, ça c'est apparemment donc le narrateur, donc Jung. Hein. Donc la légende de cette illustration c'est Satapatha Brahmanam 2.2.4. Et donc on a une note, hein, dans le livre rouge, hein, et cela fait donc référence au 12e volume de ces fameux livres sacrés de l'Orient, où l'on trouve ce passage qui commence par décrire comment Prajapati, désirant se reproduire, fit sortir Agni de sa bouche. Et Prajapati s'offrit en quelque sorte à Agni et échappa ainsi à la mort alors qu'il était sur le point de se faire dévorer. Alors quel parallèle est-ce qu'on peut établir justement avec ce qu'a vécu
Jung, hein, c'est que en fait s'offrir à Agni, au feu, c'est en fait s'exposer au feu sacré de l'inconscient, qui est potentiellement destructeur pour la psyché, mais c'est une confrontation nécessaire pour en faire surgir dans le conscient des éléments nouveaux qui permettront de renaître à une vie plus riche. Alors, si on résume un petit peu l'histoire, je dirais en quelque sorte, hein, de l'histoire que racontent ces 4 illustrations qui s'étendent à peu près sur une vingtaine de pages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, suite, si j'essaye de résumer, hein, suite à la prédominance du conscient, de la science, du rationnel, le lien avec la totalité de la psyché a été rompu. L'énergie psychique globale, la force vitale, dans toutes ses dimensions conscientes et inconscientes, s'en trouve paralysée. Jung doit donc descendre dans les profondeurs de son inconscient, rétablir le lien avec le feu de cet inconscient pour retrouver d'autres éléments qui constituent sa psyché, son soi. En s'exposant à ce feu sacré de l'inconscient, Jung court certes un risque, mais s'il réussit, il pourra tirer de cette confrontation des enseignements nouveaux qui le feront progresser sur la voie de la connaissance de lui-même. Alors, j'en arrive maintenant à la Bhagavad Gita, qui est aussi présente dans le livre rouge. Un petit peu plus loin, on trouve ceci. C'est une représentation d'un personnage qui se nomme Philémon. Alors, c'est un des personnages que Jung rencontre lors de l'exploration de son inconscient. Et en haut, on a, dans le bleu, on a un texte en grec. Donc, je donne la traduction qui est dans le livre rouge, hein, Père des prophètes, Philémon digne d'amour. Et Jung a noté en marge du volume calligraphié 2 versets en anglais que vous voyez sur la gauche de cette image. Voici la traduction. Donc, il a noté en anglais. La traduction, c'est: la Bhagavad Gita dit, en effet, chaque fois que l'ordre défaille, ô Bharatide, et que le désordre s'élève, c'est alors que moi, je me produis moi-même, pour la protection des bons et la destruction des méchants, pour rétablir l'ordre, d'âge en âge, je viens à l'existence. Alors ce fameux Philémon, c'est un personnage vraiment central hein, dans le livre rouge, c'est un vieux sage, c'est un psychopompe, c'est un maître, c'est celui qui va apporter la connaissance, l'illumination et surtout c'est celui qui va rétablir l'ordre. Mais pour rétablir l'ordre, il faut d'abord ouvrir les vannes du chaos. Philémon enseigne à Jung qu'il lui faut renoncer à toute cohérence, que la magie est l'exact inverse de ce que l'on peut connaître et qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. Et je vous cite une phrase du livre rouge: « Si l'on a fait de son mieux pour conduire son char et que l'on se rend compte qu'un autre, plus grand que soi, le conduit, alors se produit l'effet magique. » Fin de citation. Et Jung écrira plus tard que Philémon a été pour lui ce que les Indiens appellent un gourou. Philémon, c'est le maître intérieur qui enseigne, entre autres choses, à Jung que la rédemption commence par un travail sur soi-même et non par un soutien apporté par les autres ou un soutien aux autres. Alors, évidemment, ces versets, ils ont été écrits un peu après le tournant du siècle, hein, c'est une période où on craint, à chaque fois, on l'a vu en l'an 2000, hein, on craint la fin du monde, enfin certains craignent la fin du monde, ou tout du moins la fin d'un monde. Et donc, on a aussi, à cette époque-là, l'inversion des valeurs de Nietzsche qui n'est pas très loin, hein, non plus. Et puis, il y a eu un livre très célèbre aussi de Oswald Spengler qui s'appelle « Le déclin de l'Occident ». Hein. Donc tout ça, ça appelait en quelque sorte un nouvel ordre, hein, ou quelque chose de nouveau qui était censé surgir. Alors un autre personnage, voilà, qui est important dans le livre rouge, c'est Salomé, que l'on voit ici avec le prophète Élie. Donc en bleu, vous avez Élie, en rouge, vous avez Salomé, et en blanc, vous avez donc le narrateur, donc Jung.
Dans l'ébauche du livre rouge, une des versions préparatoires à la version définitive du livre rouge, Salomé est associée à la déesse Kali. Donc cette Salomé, Kali, elle représente le sentiment, le désir, la passion. Elle est sanguinaire, mais elle souffre aussi parce qu'elle a été longtemps exclue. Alors, je ne peux pas raconter toute l'histoire de Élie et Salomé, mais en gros, l'histoire, là, c'est que Jung, lui, a donné la prédominance à son esprit et a négligé, en fait, son sentiment. Et donc, dans le livre rouge, au début, cette fameuse Salomé, d'ailleurs, elle est aveugle. Et après, elle retrouve la vue quand Jung, justement, est prêt à donner place, ou donner la place qui lui revient à son sentiment. Alors, Jung a qualifié aussi cette Salomé de autre face du Bouddha, ce qui interpelle quand même au premier abord. Donc, elle est frénésie, elle est passion, alors que le Bouddha, c'est justement le dépassement de la passion, c'est la contemplation. Donc, en fait, c'est les deux opposés. Alors, je vais en venir maintenant aux mandalas. Qu'en est-il des mandalas ? Alors, certains sont en annexe du livre rouge. Alors, je vous le montre, c'est le plus beau, en quelque sorte. Le 16 janvier 1916, Jung a dessiné ce premier mandala dans un de ses cahiers noirs. Il n'a pas reproduit ce mandala dans le livre rouge, mais on le trouve en annexe. Et au verso, il a écrit « Voici le premier mandala que je construisis en l'an 1916, totalement inconscient de sa signification. Et entre le mois d'août et la fin septembre 1917, donc pendant la guerre, il a dessiné une série de 27 mandalas. Donc on en a quelques-uns aussi en annexe du livre rouge. Je vous en ai photographié quelques-uns. Et dans ma vie, Jung écrit ceci. Mes dessins de mandala étaient des cryptogrammes sur l'état de mon soi, qui m'était livré journellement. Je voyais comment mon soi, c'est-à-dire la totalité de moi-même, était à l'œuvre. Il est vrai qu'au début, je ne pouvais comprendre cela qu'intuitivement. Cependant, les dessins me semblaient alors déjà posséder la plus haute signification et je les gardais comme des perles rares. J'avais le clair pressentiment de quelque chose de central, et avec le temps, j'acquérais une représentation vivante du soi. Il m'apparaissait comme la monade que je suis et qui est mon monde. Le mandala représente cette monade et correspond à la nature microcosmique de l'âme. Alors maintenant, je vais vous montrer les mandalas que Jung a intégrés au livre rouge. En fait, il a dessiné en quelque sorte dans le livre rouge. Voilà, ça c'est un des mandalas. Et dans le livre rouge, on trouve uniquement ce mandala sans commentaire. Par contre, Jung a écrit en 1950, le texte est paru en 1950, un livre qui s'appelle « À propos de la symbolique des mandalas ». Et dans ce livre, Jung commente de nombreux mandalas, dont celui-ci. Donc il se commente lui-même, en quelque sorte, bien des années plus tard, mais il ne dit pas dans ce livre que c'est lui qui est l'auteur du mandala. Donc il s'agit, dit-il, de l'œuvre d'un homme d'âge moyen. Voilà. Il ne dit pas « c'est moi ». Donc au centre, alors je vous résume en quelque sorte ce que Jung décrit en quelque sorte, dit au centre se trouve une étoile, aux 4 points cardinaux on voit des silhouettes humaines, en haut un vieil homme en contemplation, en bas Loki ou Héphaïstos avec une chevelure flamboyante, portant dans la main un temple. À droite et à gauche, 2 silhouettes de femmes, l'une sombre, et l'autre claire. Et les 2 silhouettes féminines peuvent être identifiées, écrit Jung, comme étant les 2 aspects de l'anima, donc la partie sombre de l'anima et la partie lumineuse, en quelque sorte, de l'anima. Et le sage que vous voyez donc en haut, c'est l'archétype de la pensée ou l'archétype de l'esprit. Et ce que vous avez en bas, donc Héphaïstos, ça correspond donc à l'état luciférien, écrit Jung. Voilà. Un beau mandala. Encore un mandala.
à la page 159 du bouquin, comme vous voyez ici. Et Jung explique que ce mandala, qui lui aussi, alors donc, figurera par la suite dans le texte à propos de la symbolique des mandalas, est le produit spontané d'un homme en analyse. Donc il se qualifie lui-même d'homme en analyse par la suite. Hein. Ce mandala repose en fait sur un rêve dont on retrouve dans l'illustration les principaux éléments. Alors ici, on a un carré. Dans le rêve de Jung, c'était un parc. Au milieu du parc, il y a un cercle. Enfin, au milieu, il y a un cercle. Donc, dans le rêve, c'était un lac. Et au milieu du lac, il y avait une île. Et puis, ici, on a une rose tout au milieu, alors que dans le rêve de Jung, c'était un magnolia avec des fleurs rougeâtres. Donc, il a transposé en quelque sorte son rêve et il en a fait un mandala. Et à la fin du commentaire donc, que Jung fait bien des années plus tard de ce mandala, il écrit ceci. Le mandala réunit donc les motifs classiques, fleurs, étoiles, cercles, place fermée, téménos, et plan du quartier d'une ville avec une citadelle. Le tout apparaît comme une fenêtre ouverte sur l'éternité. Et puis il y a aussi ce mandala-là, page 163, et pareil, Jung va l'expliquer en fait, en quelque sorte, hein, dans son texte, la symbolique des mandalas. Et il dit ceci, tableau d'une ville médiévale avec des remparts et des douves, des rues et des églises ordonnées à partir du centre selon 4 axes. L'intérieur de la ville est encore une fois entouré de remparts et de fossés, comme la cité impériale de Pékin. Tous les bâtiments ici s'ouvrent vers le centre, représenté par un château avec un toit d'or. Il est également entouré d'un fossé. Autour du château, le sol est recouvert de dalles noires et blanches. Elles figurent les contraires ici réunis. Ce mandala est l'œuvre d'un homme d'âge moyen. C'est toujours pas que c'est lui. Une image comme celle-ci n'est pas étrangère au symbolisme chrétien. La Jérusalem céleste de l'Apocalypse est universellement connue. Et l'univers des représentations imaginaires de l'Inde connaît lui aussi la ville de Brahman-sur-Meru, la montagne du monde. Les taoïstes nomment ce centre le pays des aïeux ou le château jaune. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis le texte pour ne pas vous troubler, pour que vous puissiez suivre en quelque sorte en regardant l'image. Alors ce mandala-là, il a été particulièrement important pour Jung. Il l'a peint en 1928. Et peu après l'avoir achevé, il a reçu une lettre de Richard Wilhelm, qui est connu pour sa célèbre traduction du I Ching. Et ce Wilhelm lui envoyait un traité alchimique chinois taoïste, Le secret de la fleur d'or, qui traite d'un château jaune, germe du corps immortel. Et Wilhelm lui demandait à Jung d'en faire un commentaire psychologique. Et dans le commentaire que Jung a effectivement fait, il explique que son ami lui a envoyé ce texte à un moment critique de ses propres travaux. Il dit que depuis 1913, il étudiait les processus de l'inconscient collectif, mais que ces résultats suscitaient de très nombreux problèmes. Or, le texte envoyé par Wilhelm l'aida à sortir de cette impasse, car il contenait ce qu'il avait cherché en vain chez les gnostiques. Et Jung s'est décidé, donc à partir de 1929, de publier, du moins sous une forme provisoire, le résultat de ses recherches. Alors, qu'est-ce que c'est un mandala pour Jung? En résumé, le mandala est pour lui, je le cite, ce qu'on appelle dans l'usage rituel un yantra, un instrument de contemplation. Les cercles ont pour but d'exclure l'extérieur et de donner une cohésion à l'intérieur. Et il explique que les 4 points cardinaux correspondent aux 4 fonctions psychiques. 2 sont rationnelles, c'est la pensée et le sentiment, et les 2 autres sont dites irrationnelles par Jung, c'est la sensation et l'intuition. Et le centre qu'on a, donc ce château d'or, il correspond au soi.
Donc le but de la contemplation, c'est de revenir à la totalité universelle de l'état divin. Donc c'est ce que s'écrit Jung. Alors, je ne vais pas lire tout l'extrait là que j'ai écrit, mais on peut lire les 2-3 premières phrases. Le motif de base du mandala est l'intuition d'un centre de la personnalité, pour ainsi dire, d'un point central à l'intérieur de l'âme, à quoi tout se rapporte, par lequel tout est ordonné. J'ai fait une faute de frappe, voilà. Et qui représente en même temps une source d'énergie. L'énergie du centre se manifeste dans le besoin contraignant, presque irrésistible, de devenir ce que l'on est, à la manière dont tout organisme doit à tout prix parvenir, au moins approximativement, à la forme qui correspond à son être. Ce centre n'est ni ressenti, ni pensé comme étant le moi, mais, si l'on peut dire, comme étant le soi. Donc pour Jung, ces mandalas servent au rétablissement de l'ordre intérieur et ils se rencontrent très fréquemment après des états chaotiques, désordonnés, conflictuels et qui sont assortis d'angoisse. En fait, c'est ce qu'il a vécu, lui, quand il a fait cette introspection et ce qu'il a retranscrit dans les cahiers noirs. Hein. Et ils expriment donc l'idée, un mandala exprime pour lui l'idée d'un abri sûr. C'est pour lui la réconciliation en quelque sorte intérieure et la réconciliation aussi de la totalité. Donc, compte tenu du fait qu'il s'agit pour ces patients de production spontanée, sans aucune influence extérieure, Jung en déduit qu'il existe une disposition universelle qui peut en tout temps et en tout lieu produire en principe les mêmes symboles ou à tout le moins des symboles très semblables. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la définition qu'on trouve du symbole dans le livre rouge. À la page 309, le symbole est cette parole qui sort par la bouche, qu'on ne prononce pas, mais qui remonte des profondeurs du soi, comme une parole de force et de détresse, et qui se pose sur la langue inopinément. Il s'agit d'une parole étonnante, et qui semble peut-être déraisonnable, mais on l'identifie comme le symbole au fait qu'elle est étrangère à l'esprit conscient. Lorsqu'on accepte le symbole, c'est comme si s'ouvrait une porte qui mène dans une nouvelle pièce dont on ignorait auparavant l'existence. Fin de citation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le livre rouge et qui est toujours en lien avec l'Asie? Donc, 1928 marque la fin du travail de Jung sur le livre rouge, il s'arrête. Et à partir de 1929, il va publier de nombreux textes qui sont en lien avec l'Orient. Alors, je vous les ai listés, vous voyez, c'est quand même un certain nombre. En 29, commentaires sur le mystère de la fleur d'or. En 32, psychologie du yoga de la Kundalini, c'est un séminaire. En 35, commentaires psychologiques du Bardo Thodol. 36, le yoga et l'Occident. En 38, il fait un voyage en Inde, je vais y revenir. En 39, il écrit l'Inde, un monde comme celui des rêves. 39 aussi, ce que l'Inde peut nous apprendre. 39 encore, commentaire psychologique, le livre tibétain de la grande libération. 39 aussi, un préface au livre de Suzuki, La grande délivrance. Et puis un petit peu plus tard, en 43, à propos de la psychologie de la méditation orientale et puis à propos du personnage saint en Inde. Alors, je ne peux pas aborder évidemment tous les textes que Jung a écrits, c'est énorme. Il a consacré, comme vous le voyez, de très nombreux textes à l'Orient. Et je voudrais m'attarder brièvement donc, sur ce fameux mystère de la fleur d'or, puisque c'est à cause de ça que Jung a arrêté en fait d'écrire dans son livre rouge, dans ses cahiers noirs et d'en faire le livre rouge. Alors, pour Jung, le texte de la fleur d'or, c'est une perle d'intelligence intuitive, écrit-il. Il y exprime alors vraiment son admiration pour les grands philosophes orientaux et il les soupçonne d'être des psychologues symboliques auxquels on ne pourrait faire plus de peine que de les prendre à la lettre. Il dit que si ce que les philosophes orientaux veulent dire, c'était véritablement de la métaphysique, alors il serait vain de vouloir les comprendre. Mais si en revanche c'est de la psychologie,
alors on peut les entendre et on peut en tirer le plus grand profit, car cette soi-disant métaphysique devient un objet d'expérience. Donc autrement dit, ce que certains interprètent comme de la métaphysique, Jung, lui, le comprend comme de la psychologie. Alors il retrouve dans le texte, j'ai pas le temps de tout aborder, mais il retrouve en fait l'anima et l'animus, pour ceux qui connaissent le texte. Donc Wen, c'est l'animus, la partie yang, masculine de l'âme, et puis Po, c'est l'anima, l'âme corporelle chtonienne. Il dit que la définition chinoise de l'anima, donc c'est-à-dire une énergie qui génère désir et impulsion, se recoupe avec sa propre idée de l'anima, même si, bien entendu, pour lui, en tant que psychologue, l'anima n'est pas une entité transcendantale, c'est une réalité expérimentale. Et puis Jung voit aussi, autre point important, dans ce mystère de la fleur d'or, il est question d'un fruit sacré, du corps de diamant, et bien entendu ce corps de diamant, c'est le soi pour Jung. Donc il ramène en fait tout donc, à sa propre expérience, à sa propre conception en fait du fonctionnement du psychisme humain. Et puis là, quelque chose d'intéressant, donc il souligne dans ce texte aussi l'appréhension différente du monde que les occidentaux et les orientaux, eux. Sachant que, on le voit là, pour Jung, l'Orient, c'est surtout l'Inde et la Chine. Donc, selon lui, l'occidental donne une préférence à la compréhension scientifique. Et il met son cœur ou son âme de côté. Alors, Jung dit, la science, évidemment, c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est formidable, mais quand la science s'érige en pouvoir absolu, en savoir absolu, elle se trompe et elle nous trompe. L'Orient, par contre, selon Jung, alors il ne faut pas oublier qu'il a écrit ça quand même il y a 100 ans, presque 100 ans. Donc l'Orient nous enseigne une manière de comprendre plus vaste, car l'Orient laisse sa place à l'intuition et aux imaginations. Et celles-ci peuvent se manifester, entre autres, justement, sous forme de dessins. Et on voit naître alors des symboles qui appartiennent très fréquemment, justement, au type mandala. On voit bien ici donc, le lien avec le livre rouge. Et donc, l'accomplissement qui est décrit dans le mystère de la fleur d'or, c'est pour Jung un état où la conscience se détache du monde et se retire en quelque sorte dans un point extra-mondain. C'est une vision contemplative. Alors c'est tout à fait, cette vision contemplative, ce retrait du monde, c'est aussi tout à fait ce que Jung a vécu quand il a fait son expérience du livre rouge. Alors ce qui semble aussi important pour Jung, c'est que les Chinois ne refoulent pas leurs instincts. Or, le refoulement des instincts, ce que font les Occidentaux, il dit ça empoisonne notre spiritualité. Et celui qui vit ses instincts pourra alors se séparer d'eux, pourra faire la distance par rapport à ses instincts. Et puis, autre chose qu'on trouve aussi par la suite très souvent dans les textes de Jung, il dit « Les Chinois savent laisser advenir ». Alors, je vous cite une phrase. « Autant que j'ai pu voir, les gens qui réalisaient le progrès libérateur ne faisaient rien que laisser advenir. Ainsi que le maître Lützu l'indique dans notre texte, la lumière tourne suivant sa propre loi si l'on ne cesse pas d'exercer ses occupations habituelles. » Donc on retrouve là entre autres donc cette imagination, l'imagination active par exemple, qui permet justement à l'inconscient de se manifester sous diverses formes. Bien, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, donc je peux continuer encore un petit peu. Oui, un tout petit peu. Ok, ouais, je coupe. Voilà, alors je vais faire un saut de presque 10 ans et je vais en arriver donc en 1928 à ce fameux voyage qu'il a fait en Inde. Et cette année-là, il a été invité par le gouvernement anglais des Indes qui le conviait aux festivités qui marquaient le 25e anniversaire de l'université de Calcutta. Donc Jung est parti aux Indes et ce voyage a duré 3 mois. Et il a été nommé docteur honoris causa des universités d'Allahabad, de Bénarès et de Calcutta. Alors, vous avez vu qu'il avait lu déjà, il avait déjà un bon bagage, il avait lu déjà beaucoup de choses. Jung a eu de longs entretiens avec Subramania Iyer, le gourou du Maharaja de Mysore, et avec beaucoup d'autres également. Par contre,
il a refusé toute rencontre avec ceux que l'on appelait des saints personnages. Alors il dit pourquoi, il explique par la suite pourquoi dans Ma vie. Il les a évités parce qu'il pensait devoir se contenter de sa propre vérité et ne rien accepter en dehors de ce qu'il pouvait atteindre par lui-même. Donc il était persuadé ne rien pouvoir emprunter à l'Orient. Il devait, selon lui, au contraire, écouter ce que lui disait son être intérieur. Et c'est ainsi qu'il n'a pas rendu visite au gourou Ramana Maharshi, qui lui semblait être la reproduction conforme d'un modèle. Pourtant, il a écrit donc en 1944 un texte qui s'intitule « À propos du personnage saint en Inde », où l'on peut lire que le but des pratiques orientales est en fait le même que celui de la mystique occidentale, à savoir déplacer le centre, le déplacer du moi vers le soi. Bien, alors dans son récit de voyage, l'Inde, un monde comme celui des rêves, qui a été publié, vous voyez, donc 1 an seulement après son voyage. Alors on sent, je ne peux pas aborder tout ça bien sûr, mais on sent vraiment, malgré un positionnement pour l'époque évidemment eurocentré et puis à connotation quand même colonialiste, on sent, alors c'est un point de vue de l'époque, on sent vraiment tout l'étonnement et l'admiration en fait de Jung devant tout ce qu'il voit. Il décrit les paysages, l'architecture, les vêtements, les couleurs, et c'est vraiment empreint d'une grande admiration dans ce qu'il écrit. Et dans son texte, ce que l'Inde peut nous apprendre, daté de 1939, vous le voyez également, Jung écrit à propos des temples indiens qu'ils représentent tout l'univers, y compris l'homme et tous ses aspects. Alors un homme qui est à la fois le saint et un monstre. Et, alors la belle photo encore. Et voilà ce qu'il écrit sur l'Inde. Si vous voulez apprendre la leçon la plus importante que l'Inde puisse nous apporter, alors enveloppez-vous dans le manteau de votre supériorité morale. Rendez-vous dans la pagode noire de Konarak. Installez-vous à l'ombre de ces ruines imposantes, encore recouvertes de la plus surprenante collection d'obscénités. Lisez le perfide vieux manuel de l'Inde de Murray qui vous dit comment il convient d'être véritablement choqué face à cet état de choses déplorables et comment il faut aller dans les temples le soir parce qu'à la lumière des lampes, ils produisent un effet peut-être pire encore. Et puis, analysez soigneusement et avec la plus extrême honnêteté toutes vos réactions, vos sentiments et vos idées. Cela vous prendra beaucoup de temps, mais à la fin, si vous avez bien travaillé, vous aurez appris quelque chose que vous n'avez sans doute jamais entendu dire par personne. Alors, il ne faut pas oublier, je le souligne une fois de plus, que ces textes ont été écrits entre 1929 et 1948. Donc pour le premier, ça fait donc presque 100 ans, et pour le dernier, 75 ans. Alors le monde, évidemment, a bien changé, l'Orient aussi. Mais Jung, je voulais vous citer cette phrase parce qu'il a écrit ceci. « Les peuples orientaux sont menacés de voir leurs biens spirituels décliner rapidement. Et ce qui les remplace ne peut pas toujours être compté parmi les meilleurs fruits de l'esprit occidental. » Voilà, phrase de Jung en 1929. Et quant à l'occidental, qui est déçu par l'Église, qui est toujours en quête d'une nouvelle lumière et qui se tourne vers les religions orientales, Jung était là aussi très sceptique. Je vous ai... non, je ne fais pas photo, c'est pas grave. Donc, citation, « Pourrons-nous endosser comme un nouvel habit des symboles tout près, qui ont poussé sur un sol exotique, qui sont imprégnés de sang étranger, parlés dans des langues étrangères, nourris par une culture étrangère, qui se sont transformés au cours d'une histoire qui nous est étrangère. Un mendiant qui s'enveloppe dans un habit royal, un roi qui se déguise en mendiant. » Alors, a priori, c'est possible, dit Jung, mais il vaudrait mieux quand même, franchement, reconnaître notre pauvreté, au lieu de prétendre posséder quelque chose dont nous ne sommes pas les héritiers légitimes. Alors, la tentative est même, selon lui, dangereuse de s'approprier tout cela, car il dit, nier nos propres conditionnements historiques serait pure folie,
est le meilleur moyen de provoquer un déracinement supplémentaire. Alors, je vous ai listé ici donc les différences pour Jung, entre l'occidental et l'oriental. Donc, en Occident, une illusion est une illusion, une vérité, elle n'est convaincante que si on peut la vérifier. Alors que de l'autre côté, on a donc l'irrationnel, on l'a vu tout à l'heure, on a une scission donc entre le conscient et l'inconscient dans notre monde occidental. Le monde occidental choisit le corps ou l'esprit, alors que dans le monde oriental, c'est le corps et l'esprit. Et puis, la souffrance et le mal, donc en Orient et en Occident, c'est complètement différent. Pour Jung, il ne suffit pas, et il ne s'agit pas de dépasser la souffrance et le mal en prenant conscience de leur irréalité. Donc là, il prend le contre-pied en fait de l'Orient. Il convient, selon lui, de s'interroger sur sa propre nature, de se confronter à ce qu'il appelle l'ombre, c'est-à-dire au côté sombre de soi-même, de l'accepter, de l'intégrer, tout en restant conscient de l'omniprésence du mal. Et donc en Inde, Jung avait été frappé par le fait que la spiritualité indienne recevait autant du mal que du bien. L'Indien, au contraire de l'occidental, se sent en dehors du bien et du mal, ou cherche à atteindre cet état par la méditation et ou le yoga. Donc le but de l'occidental et le but de l'oriental est différent. Là aussi j'ai une citation, mais je crois que j'arrive au bout de mon temps de parole. Allez, dites-la. J'en ai encore quelques-unes, Yvonne. Donc il dit: le but que poursuit l'Indien n'est pas d'atteindre la perfection morale, mais d'atteindre l'état de nirvana. Il veut se libérer de la nature et par conséquent atteindre par la méditation l'état sans image, l'état du vide. Moi, au contraire, je vise à me maintenir dans la contemplation vivante de la nature et des images psychiques. Je ne veux être débarrassé ni des hommes, ni de moi-même, ni de la nature, car tout cela représente à mes yeux une merveille indescriptible. La nature, l'âme et la vie m'apparaissent comme un épanouissement du divin. Pour moi, le sens suprême de l'être ne peut consister que dans le fait que cela est, et non dans le fait que cela n'est pas ou que cela n'est plus. Pour moi, il n'est pas de libération à tout prix. Et l'imitation en fait de l'Orient par l'occidental, c'est une méthode évidemment pour Jung totalement inadaptée. Il dit que l'erreur habituelle de l'occidental, c'est de se comporter comme l'étudiant de Faust qui subit les mauvais conseils du diable, de tourner le dos à la science, de s'adonner à l'extase orientale, de prendre à la lettre les exercices de yoga et de devenir ce qu'il appelle un impitoyable imitateur. Donc il est vraiment contre tout ça. Et évidemment, il parle du yoga. Et pour lui, donc, le yoga est une méthode d'hygiène à la fois physique et psychique. Ces exercices réunissent le corps et l'esprit. Donc il dit, en Orient, où ces idées et ces pratiques sont nées, la tradition fournit les conditions psychiques nécessaires pour transcender la conscience. Donc en Orient, pas de problème. Par contre, la scission qui existe justement dans l'esprit occidental empêche une réalisation adéquate des intentions du yoga. Donc il dit à la fin qu'il ne faut pas imiter le yoga tel qu'il est pratiqué en Orient, il faudra que l'Occident développe son propre yoga. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas. Et alors, je vais vous remettre une petite image quand même, parce que vous commencez à fatiguer. Donc, Jung conseillait donc d'étudier le yoga pour en tirer des leçons, mais il ne fallait pas s'y exercer. Donc, j'arrive à ma conclusion. Vous pouvez réveiller le voisin. Nous avons vu que Jung a interrompu donc son travail sur le livre rouge en 1929. Et il a laissé inachevé la dernière phrase, la dernière image aussi de pleine page. Alors, il s'est arrêté, voilà. Ça, c'est le livre rouge se termine comme ça. J'ai travaillé pendant 16 ans à ce livre. La rencontre avec l'alchimie m'en a détourné.
Le début de la fin arriva en 1928 lorsque Richard Wilhelm m'envoya le texte de La Fleur d'Or, un traité alchimique. Le contenu de ce livre trouva alors le chemin de la réalité et je ne pus plus continuer d'y travailler. Cela pourra apparaître comme une folie à l'observateur superficiel. Et cela en serait devenu une si je n'avais pas su saisir et capter la force grandiose des expériences originelles. Grâce à l'alchimie, j'ai finalement pu les intégrer dans un tout. J'ai toujours su que ces expériences-là renfermaient quelque chose de précieux, et c'est pourquoi je n'ai rien trouvé de mieux que de les consigner dans un livre précieux, c'est-à-dire coûteux, et de dessiner les images qui surgissaient lorsque je revivais ces expériences, aussi bien que possible. Je sais à quel point cette entreprise est terriblement inadéquate, mais malgré un travail très prenant et tout ce qui me détournait d'elle, je lui suis restée fidèle, même si jamais une autre possibilité, et on n'a pas la fin de la phrase. Alors Jung se souviendra plus tard que le texte de La Fleur d'Or qu'il évoque ici lui a apporté la confirmation de ses hypothèses concernant le mandala et la déambulation autour du centre. Une phrase de Jung: ma réflexion et mes recherches atteignirent alors le point central de ma psychologie, je veux dire l'idée du soi. Ce n'est qu'alors que je trouvais mon chemin de retour vers le monde. Et c'est ainsi que s'est achevée donc sa confrontation avec l'inconscient. Et je voudrais peut-être, si tu permets encore, une dernière citation de Jung. Justifié. Merci. Allez, voilà, une petite image quand même. Voilà. Alors, il a écrit ceci. Personne ne s'étonne d'être insatiable, mais on y voit son droit le plus strict, sans considérer que la pauvreté du régime psychique conduira au pire trouble de l'équilibre. C'est de cela que l'homme occidental est malade, et il n'a de cesse qu'il n'ait contaminé le monde entier de son agitation avide. C'est pourquoi la sagesse et la mystique de l'Orient sont riches en enseignements précisément pour nous, quoiqu'elles parlent leur propre langue inimitable. Elles sont là pour nous rappeler ce que nous possédons d'analogue dans notre culture et que nous avons déjà oublié, et pour attirer notre attention sur ce que nous écartons en le considérant comme secondaire, à savoir le destin de notre âme. La vie et les enseignements de Sri Ramana sont importants non seulement pour l'Indien, mais encore pour l'homme occidental. Ils ne sont pas seulement un document humain, mais un avertissement pour une humanité qui risque de se perdre dans le chaos de son inconscience et de son insuffisante maîtrise d'elle-même. J'espère que certains passages et certaines images du livre rouge, presque un siècle après qu'elles aient été élaborées, auront résonné en vous, ou résonneront peut-être en vous, et je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue. Véronique, merci beaucoup.